Merci d'accueillir Raoul Peck et Alexandra Strauss, la monteuse du film. Alors, Raoul, j'ai beaucoup de questions, mais je ne vais en poser que deux ou trois, et puis ensuite, le micro va circuler. Je trouve que c'est évidemment un film sur le regard. Et je pense à ce moment très fort de l'arrivée d'Ernest Cole en Amérique, où il pose cette question du regard. Qu'est-ce que c'est que regarder? Qu'est-ce que c'est que photographier? Comme si tout d'un coup, le fait d'avoir quitté son pays lui faisait prendre conscience de cette chose-là, parce qu'il n'est plus tout à fait... il est parmi les autres, il est un autre, etc. C'est évidemment un des thèmes de ce film, dans lequel, qui est comme un millefeuille, dans lequel il y a beaucoup de choses qui posent plein de questions sur l'exil, sur cette longue descente aux enfers. Voilà, je voudrais savoir et comprendre comment on fait pour faire un film comme ça, pour s'emparer, parce que avec ces milliers de photos, ce texte magnifique qui est, tu vas nous le raconter, mais que tu as retravaillé, par quoi on commence? Par quel bout on prend les choses? Alors, c'est une vaste question, parce qu'il n'y a pas de réponse précise à ça. Mais d'abord, la première chose sur le regard, parce que c'est important, et je crois que c'est ce qui va miner Ernest Cole toute sa vie, c'est le fait qu'il quitte l'enfer et il est persuadé qu'il va vers un autre monde, un monde plus libre. Et il rencontre deux choses. D'abord, que c'est un monde ségrégué, également, d'une autre manière, aussi violent. Et il n'est pas reçu en tant qu'artiste, mais il est reçu en tant que photographe noir. Alors que ce qu'il dit, et il le dit plusieurs fois dans le film, il veut photographier la condition humaine. Son modèle, c'est Cartier-Bresson. Et là, on le met dans une boîte à nouveau. Et donc, il est prisonnier deux fois. Et c'est ça qui va le miner. Il a 26 ans, 27 ans. Et il voit ce qui se passe autour de lui. Il reconnaît les limites. Il dit, au début du film, quand il dit « Je ne veux pas devenir un chroniqueur de la misère ». Alors que c'est un type, il sent qu'il y a le monde devant lui. Et c'est ça qui est le début, je pense, le premier choc fondateur de tout ce qui va se passer après. Alors, comment on fait un film comme ça? D'abord, on prend du temps, on réfléchit. La première chose que je savais, c'est qu'il fallait lui donner la parole. Que c'était pas, il fallait pas faire un film de l'extérieur en regardant une œuvre. Il fallait pénétrer dans l'œuvre, il fallait pénétrer le regard, l'âme, le ressenti de l'artiste. Et c'est ce qui a pris le plus de temps, de me familiariser avec ce regard, de me familiariser avec les contradictions qu'il transportait avec lui, ce regard neuf qu'il porte sur l'Occident, et comment il s'en sort. Et s'il y a une chose qui m'a aidé dans ce voyage, c'est ma propre expérience également. Comment j'ai été aussi confronté à ce monde-là, également au combat anti-apartheid, etc. Donc j'ai pu me couler un peu dans sa peau et
essayer au mieux possible de redonner couche après couche, parce qu'un film comme ça, il n'est pas issu simplement d'une étape d'écriture. C'est quelque chose qu'on construit ensemble, avec Alexandra également et tout le reste de l'équipe. C'est par morceaux. Et on a développé une manière de travailler où on commence très tôt dans le montage. Dans l'écriture, bien sûr, ensuite montage, on revient à l'écriture. Enfin, je fais des va-et-vient permanents. Parce qu'il y a bien sûr le film qui préexiste et qui a été tourné sur lui, on en voit des extraits, mais toute cette voix, tout ce récit à la première personne, à partir de quoi l'avez-vous construit? Alors, il y avait d'abord le texte du livre House of Bondage, Maison des Servitudes, qui a été un peu l'ancrage, parce que là-dedans, il y a tout son regard politique, tout son regard d'artiste, son ironie, sa poésie, sa manière de voir le monde, son style. Donc je me suis d'abord appuyé sur ça. Donc le premier quart ou tiers du film, c'est à partir des photos sud-africaines, House of Bondage, son expérience, ce qui le crée, la formation de son esprit critique. Et puis ensuite, on a fait une très longue enquête qui a pris 2 ans et qui s'est construite petit à petit. C'est de rencontrer, d'interroger, de parler ou d'échanger des messages avec tous ceux qui ont rencontré sa vie, qui ont croisé sa vie. Et donc ce texte que j'écris et que je réécris et qu'on réécrit en permanence tout au long du montage vient de faits réels. C'est-à-dire je n'ai rien inventé. Chaque pensée, que ce soit lorsqu'il parle de suicide, c'est parce qu'il en a parlé longuement avec quelqu'un qu'on a découvert, qui l'a connu les 6 mois avant sa mort, et qui l'appelait une dame qui vivait sur la côte ouest américaine, et il était à l'hôpital déjà, et il se parlait. Donc, ou quelqu'un qui habitait dans un appartement en dessous de chez lui, avec qui il prenait du thé parfois. Voilà, donc on a accumulé comme ça les 2 filles suédoises. Ça, c'est totalement vrai. Quand on a finalement... on a découvert ces clichés, ces photos, et on a commencé une enquête. Donc on l'a montré à des gens en Suède, etc. Petit à petit, quelqu'un a reconnu ces filles. Donc on les a appelées, on leur a parlé. Et la phrase, quand elle dit « mais je me rappelle de lui, mais je ne me rappelle plus très bien ». Et je me rends compte, elle a 82, 84 ans. Et donc il y a comme ça un saut dans le temps. Donc le film est fait que de moments comme ça, de faits réels, l'anecdote où il est à la station Pennsylvania à New York, et il y a un groupe de jeunes photographes noirs justement qui l'ont rencontré et qui nous ont raconté de voir Ernest Cole comme ça, sans abri, dans une gare. Ils lui ont parlé pendant plusieurs heures. Ils nous ont dit il ne parlait pas beaucoup. Et que le lendemain, ils sont revenus avec d'autres et il n'était plus là. Donc voilà, tout ce qui a été écrit après sont basés sur des faits réels. Alexandra, Raoul dit que, au fond, le texte n'a cessé d'être écrit, réécrit, retravaillé ensemble. Est-ce que ça signifie que plus vous vous penchiez l'un et l'autre sur les documents, les photos, etc., plus vous réinjectiez des choses dans le film? Comment ça se passe? Oui, ça c'est sûr. Au début, il y avait plein de textes, et puis après, Raoul en a ressorti plein, et puis il a écrit des choses. Ça s'est vraiment fait en aller-retour et sur plusieurs mois, et le film a évolué comme ça. Et comme disait Raoul, c'est vraiment un travail où on a essayé de se mettre dans son regard, de se mettre à sa place. Donc j'ai essayé de faire un travail d'empathie pour transmettre au public une époque, les lieux qu'il a pu traverser, les pensées. Donc tout ça avec ses photos à lui, donc vraiment directement son regard, et puis en faisant des recherches d'archives pour encadrer et remettre aussi, resituer toutes ces photos, contextualiser, oui. Et puis aussi avec de la musique de son époque, de ses compatriotes. Et
et voilà, et la voix qui évoluait tout le temps. Donc ça, on fabrique comme ça, on essaye de manière sensitive que vous fassiez ce voyage aussi avec lui, à partir de ces photos d'Afrique du Sud jusqu'à la fin où il y avait beaucoup moins d'éléments et que Raoul a été chercher des témoins et puis ouais. Pardon. Alors, par exemple, pour vous dire que les choses viennent au fur et à mesure, c'est-à-dire il faut rester éveillé durant tout le processus. La trame, par exemple, sur le boycott, c'est venu beaucoup plus tard, parce que je me suis rappelé que j'ai vécu cette époque. Le moment où je me rends compte que c'est aussi une bonne partie de ma propre vie. Donc là, il y a une autre couche qui arrive dans le film. Donc, ce que moi j'ai ressenti pendant toutes ces années par rapport à ce boycott qui ne veut pas prendre forme. Et d'ailleurs, pourquoi il y a une équivalence avec aujourd'hui, c'est un peu les mêmes problèmes aujourd'hui. On boycotte certains, on refuse de boycotter d'autres. Et ça donne une lecture du monde qui nous ramène à aujourd'hui. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est pour moi important. Je fais des films sur maintenant. Ce n'est pas un regard vers le passé. C'est comment cette histoire d'Ernest Cole éclaire ce que nous vivons aujourd'hui. Pour toutes les générations aussi. Par exemple, la sortie de Mandela, les jeunes gens d'aujourd'hui, la sortie de Mandela, c'est pas un souvenir qu'on a pu avoir tous d'une période, mais il fallait leur redonner une modernité, que tout le monde la connaisse en fait. Et ça aussi, c'était important de parler à tout le monde. Et que c'est un long processus, c'est un combat, ça n'arrive pas simplement comme ça. Donc contextualiser, c'est ça aussi, c'est expliquer ou essayer de faire ressentir ce que ça veut dire un combat politique. Et que Mandela, on le voit au début du film, jeune homme, et qu'à la fin, c'est un vieillard. Ernest Cole, pareil, il est un jeune homme, 26 ans. À la fin, cette photo, elle est bouleversante. On n'imagine pas que, oui, il a vieilli. Et pourtant, il est mort jeune, 49 ans. Et donc, c'est toutes ces choses-là qui sont aussi qui parlent de relations humaines, de combat politique, de l'exil. Oui. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quelqu'un comme Ernest Cole, il est en exil, mais l'exil, ça veut dire quoi? C'est que dans votre pays, des gens meurent tous les jours. Des gens que vous connaissez, des gens, des familles que vous connaissiez, des gens qui disparaissent. Tout ça, ce n'est pas quelque chose de lointain, c'est en même temps que vous vivez ça dans un pays étranger. Donc, et je pense que c'est le sort de beaucoup de gens qui ont... On parle de double nationalité beaucoup ces jours-ci. Mais oui, ces mondes-là, vous ne laissez pas ce monde derrière. Vous le vivez tous les jours. Je vis avec Haïti tous les jours. Je vis avec le Congo tous les jours. Je vis avec ce qui se passe aux États-Unis tous les jours. Et encore plus ce qui se passe en France. Et ces réalités restent présentes et vous minent, parce que ça ne disparaît pas. Il y a tant de moi dans ce livre, dit Ernest Cole, à un moment, et évidemment, on pense tout de suite à toi aussi, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a un micro qui circule, qui peut circuler, qui va circuler? Comment ça se passe? Alors, voilà. Qui veut poser une question? Ou pas? Vous avez justement bien ponctué tout le long du film. Mon pays me manque, mais je sais que je n'y retournerai pas. Donc, on avait l'impression qu'on passait d'un chapitre à un autre, comme ça, qu'on allait changer de... Oui, c'est presque un leitmotiv. Il fallait quand même expliquer. Les gens qui ont écrit sur Ernest Cole, c'est quelque chose qui m'a parfois irrité. C'est qu'il faisait une sorte de pont. Il est devenu célèbre et puis il a disparu. On le retrouve sans abri. Mais on ne se retrouve pas sans abri comme ça. Donc il fallait retrouver comment cette déchéance s'est faite, comment un type comme ça est détruit et par quoi est-il détruit. J'ai pu identifier assez rapidement l'exil, parce que je sais ce que ça veut dire, l'exil. Et il ne faut pas oublier, on est dans les années 60-70. Ça veut dire que même dans une ville comme New York, un Sud-Africain est isolé. Parce que les Noirs américains eux-mêmes sont isolés.
Les photographes américains, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Donc il était célébré, soit, mais il n'était pas en pays ami. Donc j'ai pu m'imaginer ce que ça pouvait être à l'époque, la vie de quelqu'un comme Ernest, et comment il peut se sentir écrasé au fur et à mesure et ne rien pouvoir faire. Il n'y avait pas une énorme communauté sud-africaine aux États-Unis. C'était souvent des artistes, des intellectuels, mais tous aussi quelque part isolés, dans un monde hostile. C'est le monde de Reagan, de Thatcher, de tout le reste. Oui, bonjour et merci beaucoup. Je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez pu dire. C'est une transmission transgénérationnelle qui a été faite, c'est-à-dire du passé vers l'avenir. Et c'est fantastique. C'est effectivement pas figé dans sa propre vie. Mais il y a quelque chose qui m'a intéressé, c'est qu'à un moment donné, vous lui faites dire, qu'importe, la photographie, c'est un cadre, c'est un mensonge. Et le film est une vérité. Et est-ce qu'on pourrait développer cette question-là? Et puis, est-ce que le film, c'est un mensonge, c'est une vérité? Écoutez, c'est à vous de le dire, justement. Moi, je joue beaucoup sur ces choses-là, sur la vérité, le mensonge, les problèmes quand il dit c'est juste une question, c'est pas une réponse. Et après, il dit c'est un constat, c'est pas une question. Donc, je joue avec ces niveaux rhétoriques, ces niveaux narratifs. Et il y a une chose qui est peut-être pas perceptible immédiatement, c'est le fait que j'adapte ces paroles également à son espèce de folie à la fin. Quand il dit personne ne regarde le ciel, ce n'est plus la parole de quelqu'un qui est totalement solide dans sa tête. Et ça, c'est quelque chose que justement, l'un de ses amis, le rédacteur en chef du New York Times, qu'il avait accompagné pour rechercher ses affaires dans un ancien hôtel, c'est lui qui a raconté qu'il voulait arranger les histoires de papier d'Ernest Cole aussi à un moment. Et ils ont marché pas mal de temps et puis ils devaient prendre l'ascenseur pour aller au bureau de l'immigration. Et c'est là que Ernest lui a dit « Écoute, faisons une pause parce qu'on vient de voyager horizontalement pendant beaucoup de temps et je ne veux pas tout de suite changer de... » Donc c'est quelqu'un qui était déjà un peu ailleurs. Et donc ces phrases-là viennent aussi de là. Il est lucide et en même temps il va vers une espèce de pas folie mais schizophrénie, de sentiment de persécution, etc. Donc voilà, j'ai joué aussi avec voilà, le suicide, ça c'était réel aussi. Donc ça fait partie. En fait, ce film, je l'écris aussi comme une fiction. Je me donne cette liberté. Et une partie de l'histoire est fabriquée aussi dans vos têtes à vous, avec votre propre parcours, vos propres notions d'histoire ou pas, d'oubli, de croisement de vos propres pensées. Donc voilà, mon job, c'est d'ouvrir ces fenêtres, d'ouvrir ces possibilités narratives aussi. Bonjour et félicitations pour ce film magnifique. Vous avez réussi quelque chose de tout à fait remarquable. C'était parler d'un photographe dans un film de cinéma parce que vous avez réussi à donner la dynamique alors que c'est quelque chose qui est conçu comme quelque chose de statique. Ça m'a fait penser, et c'est un éloge dans mon propos, au film de Wim Wenders sur Sebastião Salgado, qui s'appelle Le sel de la terre. Je trouve qu'il a aussi très bien réussi à rendre ça. Et j'ai deux questions qui sont très très différentes, mais qui me sont venues en voyant votre superbe film. Le premier, vous avez été très discret dessus, mais si je dis pas de sottises, quand je regarde la date de la tombe d'Ernest Cole, il est mort
à quelques jours près, quand Mandela est sorti de prison, c'est bien cela. Donc je vous demande de... La même semaine. La même semaine, c'est bien ce qui m'avait semblé. Et la deuxième chose, c'est quelqu'un qui théorise, qui analyse, qui réfléchit véritablement, qui a une démarche d'intellectuel. Donc évidemment, il y a un nom auquel j'ai beaucoup pensé en voyant votre film, c'est celui de Frantz Fanon. Je voulais savoir si Cole avait lu Fanon et si vous-même, vous avez des rapprochements à faire entre ces deux personnalités. Bon, d'abord, j'ai écrit un scénario sur Frantz Fanon que je n'ai pas encore pu financer à ce jour en France. Et je suis persuadé que si Cole n'a pas lu Frantz Fanon, mais il sait qui est Frantz Fanon. Parce que toute cette génération-là, à l'époque, et je me rappelle ma propre jeunesse, dans les années 70, il n'y avait pas 5 ou 6 auteurs qu'il fallait lire à cette époque. Et Fanon, Césaire, un certain nombre d'écrivains latino-américains, c'était les seuls qu'on pouvait lire et déconstruire avec eux le monde dans lequel nous vivions. Ça aussi, les gens oublient. Aujourd'hui, beaucoup d'autres auteurs sont accessibles. Baldwin, voilà, il y avait des rares têtes comme ça, intellectuelles, qui étaient rares et dans tout le tiers-monde. Donc, très évidemment, Fanon, je suis persuadé, devait être une présence surtout dans ce monde d'artistes et d'intellectuels. Il devait être très connu. D'ailleurs, aujourd'hui, Fanon est beaucoup plus connu aux États-Unis qu'en France, ce qui est quand même bizarre. Et là, il y avait une première question. Pardon ? Ah oui, alors, remettons quand même remettons à César ce qui appartient à César. Je pense que une bonne partie de mon travail, c'est quelqu'un d'autre qui m'a beaucoup inspiré, en tout cas quelqu'un qui m'a permis, qui m'a libéré, et c'est Chris Marker. Et mon travail est beaucoup plus proche de Chris Marker, et Sans Soleil, par exemple, c'est un film qui a tout changé pour moi, qui m'a autorisé à chercher ailleurs. Monsieur Peck, je ne vous remercie pas. C'est le deuxième coup de poing dans le ventre que vous me mettez. Le premier, c'était I am not your Negro. Et puis là, aujourd'hui, voilà. Donc j'ai mal au ventre. Je vais vous poser une question un petit peu personnelle. Vous avez dit que vous étiez avec le Congo, avec les États-Unis, avec Haïti en ce moment. Vous parlez beaucoup de gens qui sont minés par toutes ces forces qui nous submergent, enfin plutôt qui vous submergent, parce que moi, ça va à peu près. Et ma question, c'est comment vous faites pour rester debout, droit dans vos bottes, et pas être complètement miné comme ces deux films, comme les deux personnages de ces deux films que vous nous avez montrés. Alors d'abord, on a souri parce qu'on m'a posé exactement la même question il y a 2 jours. Et ma réponse est facile, dans le sens que, comme je donnerais une réponse à la Baldwin, nous, on ne peut pas se permettre d'être fatigué. On ne peut pas se permettre d'attendre. J'entends souvent dans les discussions ici, est-ce que vous êtes optimiste, est-ce que vous êtes pessimiste ? Non, on n'a pas le temps de se poser cette question. On est obligé de réagir si on veut regarder ses concitoyens en face. Moi, on me pose des questions quand je retourne en Haïti, quand je retourne au Congo. Qu'est-ce que j'ai fait en France ? Je parle de quoi ? Est-ce que j'ai fait des comédies musicales ? J'aurais aimé pouvoir faire des comédies musicales, mais mon monde ne me le permet pas. Je prends très sérieusement ce que c'est une démocratie. Je prends très sérieusement ce que c'est la liberté de parole. Donc je ne gaspille pas ces instruments qu'on a, et parfois cette liberté qu'on a et qu'il faut défendre. C'est pas à moi de vous le dire. Vous avez voté hier, et moi je fais des allers-retours en France depuis plus de 40 ans. À chaque fois on m'a promis le droit de vote et j'ai jamais pu voter. Donc voilà, tous les partis le promettent, en tout cas les partis de gauche le promettent régulièrement. Donc voilà, c'est des constats. On n'arrive pas aujourd'hui à ces élections de hier de nulle part. Je le vois venir depuis 40 ans. J'ai vécu toutes ces étapes. Je me rappelle très bien le jour où François Mitterrand
a permis à Le Pen d'aller à la télévision nationale, télévision publique. Tous les étrangers de cette époque se sont regardés sans rien dire. Parce que nous, on savait que ce genre de choses ne s'arrête pas. Il n'y a pas de limite. C'est Besancenot qui disait quelque chose hier soir à la manifestation. Il dit ce genre de pouvoir, une fois qu'ils ont pris le pouvoir, il n'y a pas de limite. On ne sait jamais où ça s'arrête. Et l'histoire nous montre ça. Donc on joue, enfin, je ne ferai pas l'insulte de dire qu'on joue sur ça, mais la majorité des citoyens de ces pays, et il n'y a pas que la France, aux États-Unis, c'est une catastrophe en ce moment, pensent que la démocratie, c'est un jeu. C'est quelque chose avec lequel on joue. Mais chaque échec ici, nous, dans le tiers-monde, on le paye au centuple. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Les mondes sont connectés. Les erreurs d'ici, on les paye, nous. Parce qu'on est en bout de chaîne. Donc il ne s'agit pas seulement du confort de chacun ici. Il s'agit que quand on est un être humain, quand on est un citoyen, on est engagé et on est engagé pour tous les autres aussi. Ce n'est pas pour son quartier, pour sa tribu, pour sa ville, pour sa province. Non, vous êtes citoyen du monde, que vous le vouliez ou pas, puisque vous profitez du reste du monde également. Donc ces connexions sont importantes. Et voilà, et c'est pour ça que j'essaie de faire ces films. Voilà. Il y a peut-être des questions encore. On a encore. Est-ce qu'on a. Ah, on a encore 10 minutes. On a encore 10 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, merci pour ce très très beau film. Moi, je ne connaissais pas le photographe, donc je vous remercie de nous l'avoir représenté. Est-ce que c'est dans le cadre d'une remise à l'honneur générale ou est-ce que, par exemple, on va avoir des rétrospectives de ces œuvres qui vont venir en tant que photographe ou pas? Si oui, j'espère que... Enfin, sinon, j'espère que le film va pouvoir les permettre parce qu'ils sont très très beaux. Écoutez, c'est comme pour Baldwin, quand j'ai commencé I Am Not Your Negro, tout le monde avait oublié Baldwin, c'était un has-been. Alors que Baldwin a passé 20 ans ici, plus aucun de ses livres n'était accessible, on ne les reproduisait plus. Et le film est sorti, il a permis à ce que tous les livres de Baldwin ressortent dans tous les pays. Le film a été vendu partout. Et Baldwin, en effet, ne va plus jamais disparaître. Ça, j'en suis persuadé. Et Ernest Gold, c'est la même chose. Depuis 2 ans, il y a de plus en plus des expositions. Bon, c'est vrai que c'est la découverte de ces 60 000 négatifs ont déclenché quelque chose. Et il y a eu déjà un certain nombre d'expositions, notamment au MoMA à New York. 2 livres sont sortis. House of Bondage est ressorti en sortie mondiale. Aperture a fait un livre il y a 5-6 mois également. J'ai écrit la préface. Pareil, pour la première fois, on va voir une partie des photos que vous voyez dans le livre. Et il y a la restitution, voilà. Et c'est beaucoup d'argent. Chaque photo vintage, son prix actuellement, c'est entre 10 000 et 30 000 euros par photo vintage. Et je pense que les prix vont augmenter. Donc oui, c'est quelqu'un qui va maintenant avoir sa vraie... Il y aura un livre à partir Et il y a un livre d'ailleurs à partir du film qui sera en français, lui, et voilà, où on reprend toutes les paroles du film. Et voilà, très beau livre. Voilà, donc ce n'est que le début. Ah oui, et pardon, il y a Magnum aussi qui travaille sur l'ensemble de ces photos, puisque vous imaginez, il y a quelqu'un qui disait, c'est comme si on découvre que les Rolling Stones avaient fait un album, ils avaient fait un grand succès, et on découvre qu'ils en ont 10 dans une malle qu'on n'a pas encore publiée. Oui, vous parlez justement de la valeur de toutes ces photos qui ont une valeur inestimable maintenant. Et il y a de la famille, il y a des héritiers, il y a de...
Ah oui, il y a Oui. le neveu que vous avez vu sur les écrans, oui. c'est lui qui dirige la fondation de la familiale. Donc, ils sont aujourd'hui très bien organisés et qui ont maintenant aussi un peu plus de moyens, puisqu'ils ont récupéré la majorité des œuvres qui étaient à l'extérieur. Il en reste encore quelques-uns. Il y a quelques musées qui renaclent encore à rendre les photos vintage. Parce que beaucoup de ces photos, il n'a pas eu l'occasion lui-même de les développer, ce qui est important pour un photographe et qui donne toute la valeur à ces photos. Cette fondation, oui, elle est sur de bonnes rails et ils sont assez dynamiques là-dessus. Et je pense que c'est là encore le début d'une plus grande distribution des œuvres de Cole. Sur l'énigme de Suède, alors. Juste une autre question. Oui, Est-ce que si le film pouvait être diffusé dans les établissements, chez les jeunes, pour qu'ils prennent bien conscience de tout ce qui peut se passer? Alors, il y a la distributrice là, je pense que oui. Bonjour. Oui, en effet, on va faire en sorte oui, tout à fait, de faire participer les enseignants et pour qu'ils puissent emmener un maximum leurs élèves voir le film, le découvrir. Oui, c'est très important. Mais ça sera les dernières questions parce qu'on doit partir dans vraiment 10 minutes. La question, c'était... sur la Suède. Ah oui, sur la Suède. Bon, là, j'ai fait exprès que je ne voulais pas rentrer dans une espèce de thriller d'expliquer les choses. J'ai longtemps hésité, on a longtemps parlé de ça. Quelque part, j'avais pas envie de parler de ces gens. C'est plus mon problème. Il fallait que je reste proche de Ernest et de l'histoire qu'il a racontée. C'est son histoire. Et parler de ça, c'était entaché. C'est comme s'ils allaient gagner une deuxième fois. Se faufiler dans ce film. C'est le film d'Ernest. Donc, maintenant, il y a des journalistes, il y en a qui travaillent dessus, c'est à eux d'aller prouver. Moi, je sais plus ou moins ce qui s'est passé. Parce que vous voyez, il y a deux noms au générique fin. Il y a le nom de la banque et il y a le nom de la fondation Hasselblad, qui est une fondation très puissante, qui fabrique encore les caméras Hasselblad, très puissant en Suède et dans le monde. C'est un consortium. Et on sait que les dirigeants de ces deux compagnies sont interchangeables. Et donc, les boîtes dans la banque, on peut s'imaginer en Suède, comme dit Leslie, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de trace. Qui a payé pour ça? Donc, c'est la tentative de créer un sas de séparation entre la fondation, la banque et les ayants droit. Donc maintenant, le reste, vous imaginez, mais ce n'est pas mon travail. Les journalistes peuvent faire ce travail. Voilà. Malheureusement, il faut qu'on s'arrête. Alors, un grand merci Alexandra, merci Raoul pour ce film si important. Merci beaucoup. Merci à vous.